Salut chers tous, bienvenue au grand plateau de Balafon Télévision. Le Cameroun, à l'instar des autres pays africains, subit les effets néfastes des changements climatiques malgré son faible niveau d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Sécheresse prolongée, inondations récurrentes, glissements de terrain entre autres. Il s'ensuit la dégradation des milieux naturels, la perte de la biodiversité, la déstabilisation des systèmes agropastoraux, l'insécurité alimentaire, les perturbations du système de production et de distribution de l'énergie hydroélectrique, ce qui affecte considérablement la résilience globale de l'économie du pays. Pourtant, depuis quelques années, le pays de Joseph Lé, ministre de l'Environnement au Cameroun, s'est engagé à réduire de 35% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, en se concentrant sur l'agriculture, l'énergie, la foresterie et le secteur des déchets, ainsi qu'en favorisant l'adaptation dans des domaines clés au niveau national comme dans de différentes régions. Pour y arriver, le pays a posé les bases d'une politique climatique ambitieuse, articulée entre autres autour du plan national climat, de la stratégie nationale du développement à l'horizon 2035, avec des institutions comme l'ONAC, entendez, l'Observatoire national sur les changements climatiques, qui suit, évalue les impacts socio-économiques et environnementaux des changements climatiques et propose des mesures de prévention, d'atténuation ou d'adaptation pour renforcer la résilience du Cameroun. Toutefois, la réalité vécue est tout autre. Environnement, défi actuel des villes camerounaises, c'est le fil conducteur de notre grand plateau de ce lundi 8 juin 2026. Mais d'abord, le journal. JCI 2026, plus de 2000 cas de fraude enregistrés en une semaine. Ils ont été signalés lors de la première semaine des épreuves écrites de cet examen, selon un responsable d'établissement. Cette situation a conduit au report des épreuves, une décision jugée nécessaire par certains acteurs du secteur. Mais réagissant à cette mesure du ministère des enseignements secondaires, des enseignants estiment qu'elle fragilise le système éducatif anglo-saxon. Depuis l'annonce, vous en serez surpris, certains élèves ont abandonné les cours pour le petit commerce, tandis que d'autres poursuivent leur préparation. René Marquez pour les détails. The postponement of the GC exams due to leakages has continued to stir debate among tutors. While they align with Minister Nalova Lyonga's decision, it came as a surprise and a blow to the Anglo-Saxon subsystem of education, says Njita Iludi, principal of a lay private school in Bonaberry. It actually took us all as a blow because we always know that when exams has begun, it unrolls normally, and if perchance there is a leakage, I believe there is certain B or C that can always be done as a replacement. Concurring with the minister's decision, Aluma Armstrong, another private secondary school administrator, disclosed that week one of the written phase recorded 2,000 cases of exam malpractice. Just for the first week, more than 2,000 candidates were recorded for examination malpractices for 4 regions. That is Littoral, Center, Northwest, and Southwest. That's the statistics that we got. So, and the Littoral is the worst because students, they are entering with telephones, students, they are entering with cartouche, etc. Some schools are planning to organize classes to keep students engaged during this period, while others have been consulting with parents and candidates. What I expect of you people is that when you go back home, try to manage yourself. Be calm. Don't feel discouraged that your very mates from the same school, they are writing and you people are not writing. Rather, look at it from a positive end, that God has given you more time, an opportunity to rewrite the wrongs. The rescheduling of the exams has negatively impacted some students. When you go to the market now, just today I saw about three students, they are already in the market selling. Students that are writing GCE, they are already in the market selling. So some of their parents, they are even happy that they have given some free time for their children to help them. The teachers on their part say it has distorted their program, adding that some will have to resume teaching to help prepare the students. Pour beaucoup de candidats, les examens qui devaient s'achever le 22 juin a plutôt été prorogé, du moins le 18 juin a été prorogé du 22 juin au 2 juillet prochain.
Restons dans le cadre de l'éducation. Examen officiel. Top départ pour le probatoire USG. Depuis ce matin, 177 422 candidats frappent aux portes des classes des terminales de l'enseignement secondaire général en affrontant les épreuves de l'examen probatoire. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, le calme règne dans les sous-centres comme dans celui du lycée bilingue de Ngouaché. Ici, tous les candidats ont répondu présent à l'appel et disent être optimistes après le passage des premières épreuves. Reportage de Joël Ferdinand Iwanen. Une cour plutôt calme, un environnement studieux, c'est l'ambiance qui règne ce jour au lycée bilingue de Ngouache, un établissement situé dans le 3e arrondissement de Bafoussam, par ailleurs, sous-centre écrit du probatoire de l'enseignement secondaire général. Ici, l'examen se déroule dans le calme et la sérénité. Nous avons d'abord au lycée bilingue de Ngouache 2 séries, la série C et la série D, pour un total de 444 candidats. Jusqu'ici, nous n'avons aucun incident à signaler. Les épreuves ont bien démarré, comme sur l'étendue du territoire à 8 heures, avec l'épreuve de littérature. On n'a enregistré aucun absent jusqu'à présent. Dans les salles de classe, un silence absolu. Les candidats sont tous concentrés sur leur feuille de composition et sur les épreuves. À la fin de la première matière, presque tous semblent être confiants pour la suite de l'examen. On vient de composer littérature et c'était abordable en fait. Donc on s'est battu, on a fait le peu qu'on pouvait faire et puis il manque 2 épreuves pour aujourd'hui et puis on rentre. Bon, la littérature à moi c'était un peu facile puisque c'est d'abord la première matière du matin, donc le cerveau était encore frais. Ça a bien commencé dès le premier jour. Nous espérons que on va continuer dans la même lancée. Le probatoire qui a débuté ce jour devra donc s'achever vendredi prochain avec les épreuves théoriques d'éducation physique et sportive. On ne peut que souhaiter bonne chance à tous les candidats. Affaire Patrick Mengue, le débat sur sa liberté provisoire a été reporté. Poursuivi pour outrage au président de la République après une publication controversée sur Facebook à la suite du décès de l'ancien président du Sénat, Patrick Mengue demeure en détention provisoire. À sa 4e comparution, le tribunal devait examiner sa demande de mise en liberté provisoire. Mais l'affaire a été de nouveau renvoyée. Entre les arguments du ministère public et ceux de la Défense qui estiment que le dossier n'est pas encore en état d'être jugé, le tribunal devra se prononcer lors d'une prochaine audience. Retour sur une procédure aux enjeux juridiques importants avec Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. Affaire Patrick Mengue, alors que les débats de ce jour au centre administratif de Yaoundé devaient porter sur la demande de mise en liberté provisoire introduite par la défense, l'affaire n'a finalement pas pu être examinée sur le fond. Le tribunal, non régulièrement composé, a procédé à un renvoi. Un renvoi d'office. On n'a même pas pu, on a juste appelé le dossier et on a renvoyé au 22 juin 2026 pour les mêmes fins, c'est-à-dire à la demande du ministère public pour ses réquisitions sur la demande de mise en liberté formulée à l'avant-dernière audience. Pour la défense, le dossier ne serait toujours pas en état d'être jugé. Elle invoque les dispositions de l'article 301 du Code de procédure pénale qui permettrait au tribunal, lorsqu'une affaire n'est pas prête à être examinée, d'ordonner la mise en liberté provisoire du prévenu, avec ou sans caution, ou encore sa mise sous surveillance judiciaire. À l'avant-dernière audience, on avait constaté que le ministère public n'était pas prêt. Le dossier du ministère public n'étant pas en état, le dossier ne pouvait pas être jugé. On a donc demandé au tribunal de faire l'application des dispositions de l'article 301. Raison pour laquelle le ministère public devait faire ses réquisitions sur cette demande et a demandé le renvoi. Les conseils de Patrick Mengue affirment également que le ministère public a indiqué avoir saisi l'Agence nationale des technologies, de l'information et de la communication, ANTIC, afin d'authentifier certaines pièces du dossier. De son côté, le parquet n'a pas encore présenté ses réquisitions sur la demande de liberté provisoire. Le tribunal devrait se prononcer lors de la prochaine audience, prévue le 22 juin, sur cette requête ainsi que sur la suite de la procédure.
Poursuivons notre série sur la dénonciation de la dégradation des routes dans la ville de Douala, notamment dans l'arrondissement de Douala 5e. Allons-y à Aquanor, une route stratégique en pleine souffrance. Entre Douala 1er et Douala 5e, la route traversant les quartiers Aquanor et Sable constitue un axe majeur pour des milliers d'habitants de Bonamoussadi, Makepe, Kotor, Landi et même Lokpom. Mais aujourd'hui, son état de dégradation avancée transforme les déplacements quotidiens en véritable épreuve. Théodore y est passé, voici son reportage. Reliant les communes de Douala 1er et Douala 5e, cette route est l'une des plus fréquentées de la ville. Elle dessert plusieurs grands quartiers résidentiels, des commerces, des entreprises, des établissements scolaires et l'hôpital H8e. Mais sur le terrain, le constat est préoccupant. Nid de poules, ornières profondes, chaussées dégradées et absence de carnivaux sur plusieurs portions compliquent fortement la circulation. Une situation que déplore Pierre Bengan Sousa, usager régulier de cet axe. Nous qui fonctionnons avec les voitures et les motos, nous sommes vraiment dérangés par l'état de la route. Quand je suis avec ma voiture, je change la crémaillère pratiquement 2 fois par mois. Quand je suis avec la moto, c'est pratiquement la même chose. Ainsi que mon corps. Le corps fait mal, nous souffrons dans notre esprit, dans notre mentalité, même dans notre santé également. Pour les chauffeurs de taxi, les conséquences sont tout aussi lourdes. Les pannes mécaniques se multiplient au fil des passages. Regardez un peu cette route d'Aquanor que vous parlez là. Voilà l'hôpital à Luchem, ici à un pas. Vous voyez un peu. Je ne parle même pas. S'il faut parler de ma voiture, chaque semaine je suis au garage. Chaque semaine je change les amortisseurs. Et c'est pas un fait, c'est la réalité. La réalité, vous-même vous voyez, vous marchez là, vous voyez comment. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Voilà, moi, il parle même d'abord de moi, parce que voilà l'hôpital à un pas là. Les malades viennent là chaque jour là, on voit, parfois il y a les levées là, on a la peine à circuler. C'est terrible. Axe de desserte vers les écoles, des entreprises et une formation sanitaire, la route Aquanor, en passant par Sable, est aujourd'hui un véritable bourbier. Sa réhabilitation devient une urgence pour les populations. Ce ne sont pas que les routes qui inquiètent à Douala. Un immeuble fragilisé inquiète également à Youpoué, dans le 3e arrondissement de la ville. Les habitants disent vivre dans la peur face à ce bâtiment de 4 niveaux, partiellement effondré l'an dernier et toujours debout. Avec les pluies et les vents violents, la crainte d'un effondrement total grandit, surtout pour les riverains installés à proximité. Jacques-Bernard Tadem alerte sur la situation. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Jiré Sazangue. Nous vivons dans une psychose. Parce qu'on se dit que d'un moment arrivé, ça peut s'écrouler, ça peut, on ne sait pas. Je ne suis pas technicien, mais je me dis que ça peut s'écrouler. Alors quand il pleut, quand il y a le vent, ça nous fait peur. Quand les tôles en haut, là, quand souvent ça balance, ça fait le bruit, on a peur que c'est le moment. On va faire comment? On attend que les pouvoirs publics. Des routes aux immeubles qui veulent s'effondrer, on parle également de délestage. Quand les délestages éteignent les usines, les délestages justement ne plongent pas seulement les villes dans le noir. Dans la région du Nord, ils mettent également à mal l'activité économique. Faute d'un approvisionnement régulier en électricité, certaines entreprises, notamment Simencan et Sodécoton, ont dû suspendre leurs activités. Pour l'économiste Edmond Kuaté, les conséquences vont se faire ressentir sur l'économie locale avec à la clé des pertes financières importantes. Linda Wininyasa pour les détails. Le constat est préoccupant. Derrière l'arrêt des machines, ce sont des pertes importantes qui fragilisent une économie déjà sous pression. Pour l'économiste Edmond Kuaté, les conséquences dépassent le cadre des entreprises concernées. Sur le plan également sociologique, ce sont des milliers d'emplois qui vont, n'est-ce pas, disparaître. C'est la précarité qui va encore gagner du terrain. Et puis c'est le PIB, n'est-ce pas, globalement, le PIB également par habitant qui va également connaître, qui va prendre un coup. Augmentation de la pauvreté, dégradation du niveau de vie, précarité croissante, c'est quand même grave, aussi bien sur le plan local que régional. Parce que lorsque vous faites des prévisions de croissance pour un pays comme le Cameroun, c'est compte tenu d'un outil de production que vous avez. Et s'il y a mi-parcours
vous avez donc la disparition de certains outils de production, évidemment que vos perspectives de croissance ne peuvent pas être atteintes. Les effets se font sentir sur toute la chaîne économique. Fournisseurs, transporteurs, commerçants, mais aussi certains partenaires de la sous-région dépendant de cette production. Si aujourd'hui, Simencam devrait fermer du côté de Figuil, ça veut dire que le transport va devenir une variable d'ajustement, n'est-ce pas, pour le coût du ciment. Ça veut dire qu'il faudra compter sur le ciment produit dans le sud pour pouvoir ravitailler le nord. Et donc le transport, la logistique va redevenir une variable d'ajustement qui va venir gréver les coûts pour ces gens-là. À terme, l'absence de solutions durables pourrait freiner l'activité industrielle et créer un climat d'incertitude peu favorable aux investissements. L'avenir est sans doute très sombre au regard de l'actualité, donc sur ces délestages qui persistent au Cameroun. Restons dans la région du Nord. Diamaré, le préfet lance une opération contre l'occupation illégale des terrains. Il s'agit précisément d'une opération de lutte contre l'occupation illégale des terrains privés de l'État à Maroua, dans la région donc de l'extrême nord. Lors d'une descente dans les quartiers de Ndjoundé et Kongola, il a ordonné la démolition des maisons construites sans autorisation sur des terrains appartenant à l'État. Selon lui, les occupants ne disposent d'aucun titre foncier et n'ont suivi aucune procédure légale. Fond René Marquez nous en dit davantage. In a move to preserve state land assets, restore order and provide legality to land transactions, the senior divisional officer for Diamaré, Jean-Marc Ekwambaga, visited Ndjoundé and Kongola neighborhoods in the 2nd and 3rd districts in Maroua. SJ Ekwambaga ordered the destruction of houses under construction on these lands. On serait bien obligé de passer à la répression parce que nous pensons qu'on a suffisamment sensibilisé et que les choses n'ont pas bougé d'un pouce. Vous mettez les poids de Saint-André pour que les gens essaient eux-mêmes de récupérer peut-être les tôles du sable ou des parpaings. Ils ne le font pas. Nous serons bien obligés d'arriver à la répression. Speaking to the population, the Diamaré administrator said urban planning rules and land occupation regulations must be respected. Les gens doivent comprendre que dans une ville, il y a les servitudes de passage qui relèvent du domaine public. Personne ne doit occuper une servitude de passage. The operation by the Diamaré administration stems from the fact that a majority of people are occupying state-owned land. They have engaged in illegal land commercialization. Rendons-nous à présent en Ngaoundéré 3e. Bilan positif malgré les contraintes justement des ressources limitées. La commune d'arrondissement de Ngaoundéré 3e revendique un bilan 2025 satisfaisant. Réunis en conseil municipal, les élus ont adopté les comptes administratifs et de gestion tout en dressant l'état des réalisations et des difficultés auxquelles la collectivité a été confrontée. Les perspectives pour 2026 dans cette correspondance d'Amadou Bello. Malgré un contexte budgétaire contraint, la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 3e revendique un exercice 2025 globalement satisfaisant. L'inauguration de notre hôtel de ville, des projets dont les logements sociaux et les logements des étudiants à Dam, la construction des salles de classe dans des quartiers et villages, l'amélioration du cadre dans des centres de santé, construction des magasins de stockage dans des zones rurales. Au total, plus d'1 milliard 300 millions de francs CFA de recettes ont été mobilisées. Réunis en session, consacrés à l'examen et à l'adoption du compte administratif du maire et du compte de gestion du receveur municipal, les conseillers municipaux ont passé en revue les résultats de l'exercice écoulé. Pour l'exécutif communal, ce bilan traduit les efforts engagés pour répondre aux attentes de la population. L'exécution de notre budget est satisfaisante. Et ça a permis au jour d'aujourd'hui d'améliorer les cadres et les conditions de vie de nos populations. Vous avez vu avec quel argument nous avons pu convaincre les conseillers à voter totalement ce qui a été présenté. Pour 2026, la commune entend poursuivre cette dynamique à travers le renforcement des infrastructures, l'amélioration de l'accès aux services de base et la mise en œuvre de nouveaux projets structurants. Et de permettre à nos populations d'avoir accès davantage aux services sociaux de base, d'avoir de l'eau, de l'électricité pour permettre quand même que les gens puissent être à l'aise dans leur cadre de vie. Afin d'accompagner ces ambitions, plusieurs délibérations adoptées au cours de cette session visent à élargir l'assiette fiscale
et à renforcer les capacités de mobilisation des ressources propres de la collectivité. Quittons à présent la région du Nord Cameroun pour nous diriger vers l'Ouest, qui peut se faire appeler Sa Majesté. Face à la multiplication des usages jugés abusifs de certains titres traditionnels, le Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest monte au créneau. L'instance dénonce notamment des chefs de communauté qui s'arrogent le titre de Sa Majesté au lieu de celui de sa dignité, ainsi que des chefs de troisième degré qui entretiennent la confusion entre chefs de village et chefs de groupement. Une mise au point faite le week-end dernier à Balvin par le président exécutif du Conseil, Sa Majesté Moumbe Fotso Mitterrand. Le reportage de Franck Duroc Tassonkan. Le Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest hausse le ton. Rassemblé le week-end dernier à la chefferie supérieure Balvin, l'organe dénonce ce qu'il considère comme une utilisation abusive des titres et attributs traditionnels par certains chefs de troisième degré. Une pratique qui, selon lui, contrevient aux dispositions du décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Nous avons toujours décrié la façon dont les autorités administratives permettent à ce que les chefs de troisième degré puissent être appelés les majestés. Les chefs de troisième degré ne devraient pas être appelés les majestés parce qu'ils ne sont pas des chefs supérieurs. Pour le Conseil, plusieurs autorités coutumières s'attribuent des appellations et des symboles qui ne correspondent pas à leur statut. Une situation qualifiée d'abus d'autorité sur laquelle l'instance affirme avoir déjà interpellé à plusieurs reprises le ministère de l'administration territoriale et les services du Premier ministre. Nous avons constaté que ces chefs de troisième degré posent des actes d'abus d'autorité et nous condamnons ces actes avec fermeté. Et nous sommes engagés à combattre ces actes. Dans nos séances de réunion, nous avons mené plusieurs débats parce que nous n'admettons pas qu'un chef de troisième degré qui arrive à son poste par élection dans son quartier, à un moment donné, soit appelé majesté. Parmi les principales préoccupations figure l'usage des titres de Sa Majesté et de sa dignité. Le Conseil rappelle que le titre de Sa Majesté est réservé aux chefs supérieurs et ne saurait être revendiqué par les chefs de communauté ou de troisième degré. Qu'ils acceptent le titre de chef de communauté, même le titre de dignité qu'on leur donne jusqu'à présent, ils ne sont pas plus dignes que les rois que nous sommes. Voilà, nous ne savons pas pourquoi c'est difficile d'accepter le titre de chef de communauté au point où il faut extrapoler, être appelé dignité ou bien être appelé majesté. À travers cette mise au point, le Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest entend préserver la hiérarchie coutumière et le respect des usages ancestraux. Un impératif, selon son président exécutif, Sa Majesté Moumbe Fotso Mitterrand, pour garantir l'autorité et la crédibilité des institutions traditionnelles. C'est la deuxième partie du Grand Plateau. Voilà, urgence climatique. Le littoral en alerte rouge. La région est en première ligne face aux effets du changement climatique. Entre inondations, érosion et dégradation des écosystèmes, les signaux d'alerte se multiplient. Réunis à Douala, des experts et acteurs de la société civile ont appelé à une réponse urgente pour préserver les populations et la biodiversité. Le reportage de Jessica Tenos-Maché. Dans le littoral, les voyants écologiques sont rouges. Face à la vulnérabilité croissante des populations, Gaël Ngaé, membre de l'Observatoire climatique régional, décrit la vulnérabilité croissante des populations. Déjà, on peut voir au niveau du Vouri, il y a les déchets qui sont dans tous les sens. Les populations n'en peuvent plus. Nous-mêmes, on n'en peut plus. Même les agents de l'État eux-mêmes sont confrontés à cette situation qui ne laisse personne par là. On se retrouve avec une augmentation très accrue des rats. On a les insectes qui dérangent, c'est même infesté dans nos maisons. Une crise qui frappe l'arrière-pays. À Yabassi, Sa Majesté Marine Koundé, chef du village d'Ogbakan, dénonce le déboisement massif des terres et ses dérives subies par les communautés. Vous imaginez dans un village, à droite, nous avons l'UEFA, à gauche, nous avons la forêt communale
Et les gens agissent n'importe comment. Par exemple, lorsqu'il faut que leur bois sorte, ils créent des ponts en abattant les billes de bois qu'ils jettent dans des cours d'eau. Et au-dessus, ils versent de l'eau et de la terre. Et puis, leurs bois sortent. Pendant la saison de pluie, par exemple, ils arrêtent leur activité et nous subissons les inondations. Parce que lorsque l'eau arrive, elle ne trouve pas un passage, elle crée un passage et ce sont nos champs qui sont dévastés, ce sont nos maisons qui sont inondées. L'Observatoire du littoral appelle à une gouvernance plus inclusive, intégrant davantage les besoins des populations autochtones dans la protection de l'écosystème. Suffisamment veiller à ce que ces différentes lois qui régissent la gestion des UFA soient respectées et qu'elles veillent à ce que les entreprises exploitent ces espaces convenablement et que ces entreprises fassent tout pour impliquer suffisamment les communautés qui connaissent dans la réalité ces forêts, qui connaissent leur constitution, qui connaissent tout ce qui se passe à l'intérieur parce qu'ils ont leurs habitudes, c'est leur patrimoine communautaire. Entre plaidoyer communautaire et urgence administrative, la survie écologique de la région du littoral reste au cœur des inquiétudes. Si vous venez de vous joindre à nous, vous suivez le débat du Grand Plateau à l'instant, célébré sous le thème changement climatique, de la prise de conscience à l'action. La Journée mondiale de l'environnement édition 2026 interpelle. Le Cameroun a posé les bases d'une politique climatique ambitieuse, articulée entre autres autour du plan national climat, de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, avec des institutions comme l'ONAC. Entendez, l'Observatoire national sur les changements climatiques qui suit, évalue les impacts socio-économiques et environnementaux des changements climatiques et aussi qui propose des mesures de prévention, d'atténuation, d'adaptation pour renforcer la résilience du pays. Cependant, les défis restent énormes pour les villes camerounaises. Comment passer des discours à des actions plus impactantes? Nous avons l'honneur d'accueillir un invité. Donc, l'engagement inspire. Il s'agit de M. Didier Imkwa, Camerounais passionné et promoteur infatigable de l'environnement, fondateur de l'organisation World Action Phytoprotection et l'œuvre depuis plusieurs années à sensibiliser les communautés, à promouvoir les solutions écologiques et à mobiliser les citoyens contre les effets du changement climatique. Bienvenue, M. Didier Imkwa, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. C'est toujours un plaisir de partager le plateau du Grand Plateau. Et ce soir, si vous me permettez, je voudrais surtout rendre un vivant hommage à ma maman, celle-là qui m'a mise au monde, qui est partie aujourd'hui à 3 heures du matin. Je ne pouvais ne pas respecter ou bien honorer à ce rendez-vous. Je l'ai fait d'abord pour vous-même, pour une thématique qui me passionne tant, comme vous l'avez si bien dit, et aussi pour elle, pour profiter de cet excellent plateau pour lui rendre un vivant hommage. Toutes nos condoléances. On peut dire madame. que forcément les bons moments que vous avez passés avec elle vont vous accompagner pour le reste des jours. Infiniment merci. D'accord. Alors, on parle de l'environnement et on se sent interpellé. Pourquoi les villes camerounaises, notamment la ville de Douala, continuent de souffrir des effets du changement climatique avec toutes les dispositions qui sont pourtant prises à l'échelle nationale? Qu'est-ce qui coince en fait? Pardon, il faut déjà dire que la planification des grandes agglomérations urbaines au Cameroun, au départ, n'avait pas intégré le paramètre climat. C'est ça. Donc, on commence à parler des changements climatiques dès les années 1992, avec le sommet de Rio. Sommet de Rio au Brésil, sanctionné par 3 grandes conventions. La Convention cadre sur les changements climatiques, la Convention sur la biodiversité et la Convention sur la lutte contre la désertification. Bon, avant 1992, ces villes existaient déjà. Sauf que, bien après, avec les différentes conférences de parties sur le climat, nous sommes déjà, je crois, à la COP 33, quelque chose comme ça. Nous sommes à la COP 15, à la COP 21 en 2015, qui est considérée aujourd'hui comme la COP la plus importante de tous les COP, parce que cette COP a été sanctionnée par l'accord de Paris,
qui est presque un accord contraignant, dans lequel, au préambule, c'est clair que la lutte contre le changement climatique se gagnera au niveau local, c'est-à-dire au niveau des communes. Parce que quand il y a les inondations, quand il y a la sécheresse, c'est au niveau des communes. La question maintenant, comme vous l'avez si bien dit dans la question qu'on va envoyer, le problème maintenant, est-ce que ce défi est vraiment pris en compte? C'est la question qui se passe toujours. Et lorsqu'on regarde les conséquences liées aux phénomènes météorologiques extrêmes, les inondations, les éboulements, les affaissements de sol, de routes, on se rend compte qu'effectivement, s'il y a une conscience qui a été prise, l'action demeure encore au niveau vraiment très très basse. Voilà, l'action n'est pas très impactante. Pas toujours. Oui. Et les communes, elles ont, est-ce que les communes ont les outils nécessaires, voire les moyens adéquats pour suivre ce plan ou alors tous les autres plans qui ont été... Oui, c'est vrai que en 2016, le Cameroun s'était doté d'un instrument de stratégie de planification, à savoir le programme national de mécanisme de changement climatique. Si on veut considérer ici l'une des approches de lutte contre le changement climatique, qui est l'adaptation, parce que l'adaptation, effectivement, c'est pour réduire la vulnérabilité d'un certain nombre d'infrastructures socio-économiques et même humaines, même sanitaires, parce que lorsqu'on parle du climat aujourd'hui, on n'ignore pas la santé. Et dans ce plan national d'adaptation au changement climatique, il était indiqué que chaque ville devait élaborer son plan local. Douala a son plan local, Yaoundé a son plan local. Douala, à côté de cela, il y a l'agenda 21 qui a été inauguré en grande pompe à l'époque du docteur Tonin. Sauf que l'action n'a pas suivi. Et pour passer à l'action, cela nécessite des gros moyens. Et moi, je pense qu'on ne peut pas se limiter aux gros moyens, aux ressources qui auraient dû mobiliser pour que ce plan soit réel, que ce soit une réalité, pour réduire cette vulnérabilité. Mais le problème, c'est que est-ce que ceux qui ont la charge de piloter ce type de politique publique en matière d'aménagement urbain ont vraiment intégré le paramètre climat? Et là, je peux de façon péremptoire dire non. Alors, s'ils n'ont pas intégré, quelles sont donc les actions concrètes qu'on devrait pouvoir promouvoir pour transformer dans les discours de sensibilisation à des actions ou alors à des engagements plus... Il y a eu une pluie ici à Douala, je crois que ça devait être le 18 mai. Toumbagne a été inondé. Un enfant également, perd son Voilà. âme. Et cette inondation n'était même pas liée aux eaux des rivières qui ont débordé. C'est tout simplement parce que le passage, ou bien les passages des eaux de ruissellement étaient bouchés par les déchets plastiques, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de les curer, par les drains dont la moitié de la section est occupée par la vase, les boues, les sables et d'autres déchets plastiques. Donc on ne s'est pas préparé pour être moins vulnérable face à ce type de danger. Donc on devait se préparer avant, c'est-à-dire curer les drains, nettoyer les caniveaux pour laisser le passage que les eaux puissent s'écouler facilement. En fait, le problème du changement climatique, il faut aussi dire que les inondations ne sont pas liées aux fortes précipitations. Il peut y avoir des fortes précipitations, mais si les eaux peuvent trouver leur voie non occupée, il n'y aura pas d'inondation. Parce que vous avez des endroits comme Missoké et comme ici, où le sol est constamment gorgé d'eau. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas pour le cas de Douala, l'eau est l'identité même de la ville de Douala. Donc l'eau, ça ne devait pas poser problème. Donc, on devait déjà intégrer l'élément l'eau dans toutes les politiques publiques d'urbanisme dans la ville de Douala, pour ne pas être surpris. Donc quand vous avez un sol qui est gorgé d'eau constamment, cela réduit l'infiltration. Et lorsqu'il y a saturation, lorsqu'il n'y a pas d'infiltration, il y a inondation. Et si ces eaux arrivent pendant que le Vouri est en marée haute, l'inondation déborde. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons ici à Douala. C'est ce que nous vivons, mais est-ce que les populations, quelque part, ont une part de responsabilité? Cela va de soi. Voilà. Cela va sans dire. Parce que les bouteilles plastiques ou d'autres déchets plastiques que vous trouvez dans des caniveaux,
ou bien que vous trouvez dans les drains ne tombent pas du ciel comme des pluies. C'est parce que les habitants de Douala-Yaoundé mangent en marchant, ou bien marchent en mangeant. Bon, c'est des gestes anodins, mais qui sont très dangereux. Pas seulement pour l'environnement, et même pour la santé. Parce que lorsque vous avez la surface d'un plan d'eau, ou bien lorsque vous avez un plan d'eau surchargé de déchets plastiques, vous créez un habitat naturel des moustiques. Donc, c'est pour ça que le taux de prévalence des maladies comme le paludisme les taux sont toujours élevés. Donc, vous avez d'autres types de maladies qui peuvent s'ajouter, le choléra, parce que lorsque vous avez des multiples montagnes d'ordures ménagères avec des importantes quantités biodégradables, quand il pleut, il y a le lexivia, c'est-à-dire l'eau noire qui s'écoule et puis peut rentrer dans les bas-fonds, peut rentrer dans les ressources en eau souterraine, dans les forêts, dans les puits, les empoisonner, et puis malheureusement, le choléra devient résistant. Donc tout ça tourne autour de la capacité de l'habitant à prendre en compte cette problématique. Voilà, les habitants doivent prendre en compte cette problématique et il faut dire qu'on doit passer justement de la sensibilisation à Il faut beaucoup sensibiliser. Beaucoup sensibiliser, éduquer et à la fin punir. Bon, j'ai vu un décret, je ne sais pas si c'est un décret, un arrêté du maire de la ville de Douala qui sanctionne des gens qui balancent par-dessus bord de leur voiture des déchets. Mais c'est des achats, c'est déjà ça, pardon. Donc il faut éduquer, il faut sensibiliser, mais surtout il faut sanctionner. Parlons d'éducation, vous êtes quand même un environnementaliste, vous faites la promotion de l'environnement, de la biodiversité. S'il fallait parler à ces citoyens, particulièrement nos téléspectateurs, des actes concrets qu'ils peuvent poser d'abord chez eux, dans leurs alentours, avant d'entrer dans le cadre de la société, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, avant de commencer, je voudrais fixer les téléspectateurs sur un certain nombre d'éléments. Les changements climatiques sont la conséquence des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. On parle beaucoup du CO2. Et puis, vous avez plusieurs sources d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez le transport, l'agriculture, la combustion des énergies fossiles, j'ai déjà cité le transport, vous avez la déforestation, vous avez le ciment, parce que c'est ça aussi un véritable problème. Toute la ville de Douala, tous les espaces sont bétonnés, il n'y a pas assez d'espaces verts. Ensuite, vous avez les ordures ménagères. Les ordures ménagères produisent un gaz à effet de serre qui est plus puissant, même plus dangereux que le CO2, c'est le méthane. Donc, vous comprenez, donc, lorsque vous regardez les tonnes, les immondices, les déchets sauvages, avec des montagnes d'ordures ménagères, ce sont des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour renverser la balance? C'est-à-dire pour passer de la source au puits, parce que quand on parle de puits de carbone, c'est les jardins publics où il faut planter des arbres, il faut créer de l'espace vert, il faut libérer les bas-fonds, parce que les bas-fonds, en fait, sont des zones inondables, sont des zones où on doit garder la végétation. Il faut protéger nos mangroves. Je vais m'arrêter sur le cas de la mangrove. Le port autonome de Douala, c'est vrai, fait des bénéfices astronomiques. Mais l'activité du port autonome de Douala aujourd'hui est une catastrophe écologique. Vous avez plusieurs centaines d'hectares de mangroves qui ont été détruites parce qu'il fallait décongestionner l'espace portuaire. Mais sauf que la mangrove est le plus grand réfrigérant. C'est le plus grand pompeur d'oxygène de la ville. C'est la seule ceinture verte qui nous reste dans la ville de Douala. Il fait très chaud dans la ville parce qu'il y a plusieurs sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que le fait que Douala soit à côté de l'eau devait faire de Douala une ville chaude. Mais il n'en demeure pas moins que la nature qui sait réguler ce genre d'aspect, de choses, nous a donné la mangrove pour réguler le microclimat. Mais lorsqu'on réduit le microclimat, on ne plante pas les arbres pour la compensation, et il y a problème. Il y a un décalage, il y a un problème. Ensuite, je vais prendre un autre exemple. Là où se trouve le parcours Vita, je me rappelle à l'époque, j'avais discuté avec le colonel, qui était le directeur du génie militaire. Je lui avais dit que c'est vrai que lorsqu'on parle de respect
des règles environnementales. Ça ne touche pas les militaires parce que c'est une loi. Tout ce qui est militaire, on ne parle pas des règles environnementales, des normes environnementales. Mais cette zone, c'est une cuvette. Le parcours est une cuvette. C'est une zone qui doit recevoir les eaux qui viennent de partout. C'est la nature qui en a fait ici. Vous ne devrez pas le détruire pour construire les pistes de marche, piédestal, et je ne sais pas quoi. C'est vrai que c'est une offre du chef de l'État, mais le chef de l'État ne nous a pas demandé de détruire l'environnement. Bon, puisque c'est un projet soumis à une étude d'impact environnemental, et comme c'est un projet qui devait être mené à bon port par le génie militaire, cette loi, ce décret, cette règle n'a pas été respectée. Ce qui fait que c'est un sérieux problème. Et c'est pour cela qu'il y a trop d'inondations dans cette zone. Misoké, Bepanda, Misoké, Mbania, tout simplement parce que c'est des zones qui, comme je l'ai dit, où le sol sont engorgés d'eau, mais il n'y a pas un bassin qui peut retenir toutes ces eaux avant d'aller se verser dans l'Ovouri. Voilà ce qui crée l'inondation. Maintenant, à côté de ça, il y a les ordures ménagères. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, il faut déjà respecter les textes. Oui, le Cameroun a une batterie de lois et de textes qui réduisent ou bien qui encadrent la manipulation des déchets. Il faut déjà respecter les textes. Et c'est l'État qui marche sur ce propre texte. Parce que le port autonome de Douala est une société d'État. Il faut respecter ces textes-là. Sur un plan global, macro, il faut respecter les textes. Il faut savoir qu'on peut être puni si on n'a pas respecté ces textes. Ça commence d'abord par là. Donc, il se pose un problème de management, de gouvernance environnementale. Les entreprises d'État qui doivent respecter les normes environnementales ne les respectent pas. Vous avez des grands hôpitaux ici qui produisent, qui génèrent des déchets médico-pharmaceutiques. On n'a pas de traçabilité sur leur traitement. Pas d'études d'impact. Il faut commencer. L'État doit d'abord donner le meilleur exemple. Maintenant, sur le plan des populations, des habitants, regardez vous-même à quoi ressemblent les montagnes, ces décharges sauvages d'ordures ménagères. Or, il se trouve que lorsqu'on est bien sensibilisé, lorsqu'on sait qu'en gardant chez soi des ordures ménagères biodégradables, vous attirez les souris, vous attirez les mouches, vous attirez les cancrelats. Mais si vous diminuez seulement de boire 1 litre de bière, vous pouvez vous acheter des plastiques poubelles. Donc vous mettez tous vos ordures dans ce sac poubelle et vous l'emballez avant d'aller déposer à la décharge. Même à la décharge ne sera pas aussi odieuse parce qu'on trouvera que les déchets sont emballés. Bon, maintenant, si vous avez la culture du tri à la base, vous pouvez faire les tri. C'est-à-dire vous pouvez mettre de côté tout ce qui n'est pas biodégradable. Vous pouvez mettre ce qui peut être réutilisable, comme les cartons et d'autres types de plastique, ou bien mettre de côté les déchets électriques, électroniques, parce qu'on se rend de plus en plus compte aujourd'hui, avec la digitalisation, on produit de plus en plus les déchets électriques, les équipements électriques, électroniques dans les ménages. Effectivement, on est quand même face à l'incivisme des citoyens, d'une part, et aussi à un manque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un manque d'engagement de la part des autorités. Oui, et là, j'ai un mot à dire parce que lors des états généraux de la gestion en ressources, c'est comme ça que c'était libellé, gestion en ressources des ordures ménagères, j'ai eu même l'occasion de dire à Madame le ministre, Madame Ketcha Kouter, que si nos villes continuent à vivre des crises d'ordures ménagères, c'est tout simplement parce que le protocole en vigueur ne marche plus. Déjà, nous sommes à près de Douala, c'est 4 millions d'habitants, c'est à peu près 3500, 4000 tonnes d'ordures ménagères générées par jour. Si on est bloqué, si notre QSA est encore bloqué au niveau de 2000 tonnes par jour, cela va de soi qu'on ne peut pas tout enlever. Les ordures, c'est comme de l'eau, ça coule tous les jours. Donc, on aura toujours au moins 1000 tonnes qui vont rester dans la nature. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce sens?
Il se trouve que nous avons par exemple les terres dégradées, les terres qui ne sont plus productrices ou bien productives. Et la majorité de ces terres se trouvent à l'extrême nord. Il a été démontré que le compost est le matériau le plus, comment dirais-je, le meilleur matériau, le plus utilisé pour pouvoir, le plus consulté même, c'est le matériau qu'on adore, pour pouvoir restaurer les terres, le sol aride. On a à peu près 12 millions d'hectares, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, on peut, au lieu d'utiliser, planter les arbres dans les zones désertiques, on peut fabriquer du compost à partir des ordures ménagères. Deuxièmement, je lui ai expliqué que il faut donner de la valeur commerciale aux déchets. Aujourd'hui, on ne peut pas trouver un morceau de fer dans la poubelle. Vous ne pouvez pas trouver un morceau, vous ne pouvez pas trouver une batterie d'automobile dans une poubelle. Vous ne pouvez pas trouver les chaises, des bars dans la poubelle, parce que c'est des déchets qui ont une valeur commerciale. Ça se vend facilement. Donc, vous, maintenant, vous pouvez... Les autres ont travaillé pour ça. Les Indiens, les Asiatiques, puisqu'ils ont des grandes entreprises de recyclage. Mais vous, l'État, vous pouvez donner de la valeur commerciale en appliquant tout simplement la règle de l'import-substitution. On est aujourd'hui à près de 400 milliards d'importations d'engrais chimiques, de fertilisants chimiques. C'est trop. Vous pouvez les réduire. Et puis, l'épargne que vous faites en réduisant l'importation des engrais chimiques, vous mettez cet argent à composter les ordures ménagères. Donc, si on passe automatiquement vers l'industrie du recyclage, du compostage des ordures ménagères, je peux vous rassurer qu'en 1 mois, 2 mois, Douala, Yaoundé et Bafoussam seront clean. C'est possible. Oui, possible. C'est un problème de choix. Et de politique aussi, oui. comme vous l'avez dit. Alors, en tant que fondateur de WAP, entendez World Action Phytoprotection, qui est en train de porter l'organisation du tout premier salon national de gestion. Exactement, j'en viens. Vous participez à la mise sur pied d'un salon national sur la gestion des déchets et sur la protection de la biodiversité. Oui. Et ça sera pour les prochains mois. Oui. Il faut dire que c'est une première en Afrique. Oui, c'est la première fois en Afrique centrale. J'espère que les cibles que nous visons, à savoir les entreprises qui génèrent les déchets, les collectivités décentralisées, les universitaires, les institutions étatiques, publiques, et puis même les banques, les médias, nous invitons, et surtout les jeunes étudiants qui sont épris aujourd'hui de la rhéologie, qui est l'étude de l'ingénierie des déchets, seront présents. De quoi s'agit-il concrètement? Qu'est-ce que vous comptez faire au cours de ce salon? En fait, ce salon va réunir au même endroit pendant 3 jours tous les acteurs de la filière déchets. L'avantage ici, c'est que, là c'est 21-23 mai, c'est dépassé. L'avantage avec le SAIBio, c'est qu'on ne parlera pas uniquement des ordures ménagères. On parlera de tous les déchets. Sur le plan de leur nature, c'est-à-dire les déchets liquides, les déchets solides et les déchets gazeux. Sur le plan de la typologie, on parlera des déchets industriels spéciaux, des déchets banals, des déchets d'équipements électroniques, et des déchets plastiques, des déchets médicaux et pharmaceutiques, des déchets banals. Et surtout qu'on parlera, parce que le Cameroun s'est engagé vers la transition énergétique, on parle de plus en plus des énergies renouvelables. Et derrière les énergies renouvelables, vous avez les technologies vertes. C'est-à-dire, les technologies vertes, c'est tout ce qu'il y a comme machinerie, des équipements, à savoir les panneaux photovoltaïques, les batteries, les condensateurs. Donc, il y a beaucoup d'équipements qui rentrent dans la transition énergétique. Et ces équipements, tôt ou tard, vont devenir des produits électroniques en fin de cycle. Il faut déjà penser au type de recyclage des panneaux photovoltaïques, des convertisseurs, des condensateurs, etc., etc. Donc, ce jour, nous allons inviter des experts pour en parler, pour discuter. Donc, ce sera une grande manifestation d'éducation à l'environnement.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Didier Mkwa. Vous êtes environnementaliste, promoteur militant de l'environnement. écologiste. Pardon? Militant écologiste, je préfère. D'accord, merci. Alors, nous sommes vraiment très contents de Merci, vous avoir madame. eu ce soir et aussi d'avoir suivi vos explications. La responsabilité est partagée Tout tant à fait. pour l'État que les Tout citoyens. à fait. Et puis, s'il fallait dire un dernier mot en regardant la caméra et nos téléspectateurs, quels sont les différents conseils que vous pouvez leur donner pour sortir? Bon, moi, je vais m'adresser d'abord à l'État. Je voudrais demander à l'État que la meilleure façon aujourd'hui d'assainir nos grandes villes, nos grandes agglomérations urbaines, il faut passer à l'industrialisation des déchets, du recyclage des déchets ménagers. Moi, je crois que c'est la seule issue aujourd'hui. Encore que ça permet de Tout à produire fait. aussi du gaz Tout qui à peut fait, servir oui. comme gaz domestique. Oui, c'est-à-dire il faut sortir des protocoles éculés, à savoir pré-collecte, collecte, transport, enfouissement. Encore que les décharges ne sont pas élastiques. Les décharges c'est une parcelle de terrain qui n'est pas élastique, qui à tout moment va se remplir graduellement. Et surtout que les déchets plastiques sont des objets ou bien les déchets qui accélèrent le remplissage des décharges. Si on veut garder une décharge sur 20, 30 ans, vraiment, il faut y mettre uniquement des rebuts qui ne sont plus valorisables. Merci, et c'est sur cette phrase que nous allons donc mettre un thème au grand plateau de ce lundi 8 juin 2026. Merci encore une fois de plus d'être venu. On retient que pour la lutte contre le changement climatique, il est important que les mairies, les communes, que l'État essaye de revisiter son plan qui est un peu dépassé, contrairement aux autres pays qui avancent. Il faudrait également que l'impunité cesse et qu'on mette sur pied des mesures de censure pour amener les citoyens à se conformer et surtout à éviter des actes d'incivisme qui conduisent justement à tous ces désordres que nous voyons dans la nature. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi le grand plateau de ce jour. Avant de partir, nous vous laissons donc en compagnie de cet élément. C'est donc concilier études et entrepreneuriat agricole. C'est l'ambition portée par la filière banane-plantain du Cameroun qui intègre 500 étudiants de la 5e cohorte du programme Un jeune, une plantation de banane-plantain orienté vers un marché, un avenir. Après donc une phase d'incubation à Kribi, ces jeunes exploiteront des plantations mises à leur disposition afin de générer des revenus tout en développant, j'y arrive, des compétences entrepreneuriales. Une initiative donc soutenue par le gouvernement pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Les détails dans cet élément. Le gouvernement et les acteurs de la filière banane-plantain misent sur la jeunesse pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Cette semaine, 500 étudiants issus de plusieurs IPES ont intégré la 5e cohorte du programme Un jeune, une plantation de banane-plantain orientée vers un marché, un avenir. Baptisé Promotion Paul Biya, les bénéficiaires ont reçu leur kit d'amorçage avant leur départ pour le centre d'incubation de Kribi, où ils seront formés aux techniques modernes de production. Le projet Banane Plantain vient ici combler et mettre en évidence et en action la nouvelle loi d'orientation que son Excellence M. Paul Biya a signée le 25 juillet 2023. Pour les promoteurs d'établissements supérieurs, cette initiative permet aux étudiants d'allier formation académique et activités génératrices de revenus. Having an initiative in the banana plantain project and which our school is benefiting is going to help us a lot. It's going to empower our students not just to acquire skills, but they are able to be economically viable. In the sense that at the end of the day, they are going to produce, have products which are going to be sold, they are going to help themselves, they are going to help their families. Pendant qu'ils sont en études, ils peuvent gagner de l'argent, ils peuvent prendre une partie
de leur scolarité, prendre en charge, n'est-ce pas, une partie de leur scolarité. Donc, même si après leur formation, ils vont exercer les autres métiers qu'ils ont appris, ils auront au moins, n'est-ce pas, acquis, gagné de l'argent et aider leur famille et se projeter pour l'avenir. À travers ce programme, les jeunes exploiteront les plantations mises à leur disposition et bénéficieront de revenus issus de la vente des régimes de bananes plancton. Une opportunité qui suscite déjà l'adhésion des bénéficiaires. Nous avons d'abord reçu les kits, les combinaisons, chapeaux et autres. Il y a eu des tronçonneuses, des broussailleuses, des machines à permettre à creuser. Donc nous avons reçu ces kits-là qui vont nous permettre d'effectuer les tâches sur le champ et autres pour récolter après. C'est une véritable occasion pour nous, une occasion très enrichissante qui va nous permettre de mieux nous cultiver sur la culture du bananier plantain et tous ses dérivés. C'est une réelle chance qu'on nous a donnée et on compte bien l'exploiter. Portée par la filière banane plancton du Cameroun, l'initiative vise l'incubation de 10 000 jeunes en 5 ans. Un pari sur l'emploi, la production locale et l'autonomisation de la jeunesse. La cérémonie, qui a connu la participation d'autres membres du gouvernement, à l'instar du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ainsi que celui de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale, a également été marquée par un hommage au promoteur Lucien Wantou Siantou. Une distinction symbolique lui a été remise par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour un engagement en faveur de la formation des jeunes.